Bonjour Fabienne Erban, merci d'avoir accepté l'invitation de Francophonie sans frontières pour participer à la deuxième édition des entretiens littéraires francophones que nous organisons chaque année dans le prolongement du mois de la francophonie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir depuis Paris. Bonjour Jean-Florentin, nous avons eu des échanges très sympathiques ensemble et donc je suis ravie de participer à cet entretien. Merci à vous. Alors, vous êtes française, diplômée en gestion et en sociologie des organisations. Vous avez suivi un parcours professionnel dans le transport aérien. Votre véritable passion de vous intéresser à la diversité, au savoir-faire, des cultures et au respect des traditions dans le monde moderne est née de vos lectures, de vos voyages et de votre curiosité. Avec l'écriture, vous partagez vos aventures humaines et vous faites rêver. Vous avez publié essentiellement des romans, au nombre de 4. Je vais citer Lady Charja, paru en 2012 aux éditions Percé, puis successivement aux éditions L'Harmattan, Les défis de l'improbable en 2019, Dato Paduka, un titre princier, et Lâcher de tendresse en 2021. Pour cet entretien, c'est de votre roman Les défis de l'improbable qu'il sera question, avec quelques renvois dans un autre roman, Dato Paduka, un titre princier. Nous saurons pourquoi ces renvois sont nécessaires. Alors, ouvrons cette discussion avec le roman Les défis de l'improbable et parlons d'un personnage qui se nomme Fleur. Déjà présente dans votre premier roman, Dato Paduka, un titre princier, Fleur se retrouve ici aussi dans les défis de l'improbable et on la voit toujours en mouvement. Que représente ce personnage dans les deux récits et qu'est-ce qui le fait courir? Alors Fleur, en effet, est l'héroïne de mon livre. C'est une hyperactive. Vous dites qu'elle est toujours en mouvement, c'est exact. Elle est toujours en mouvement et en plus, elle n'arrête pas de réfléchir. Elle n'arrête pas de réfléchir pour ses études, pour sa responsabilité vis-à-vis de son grand-père, pour assurer son autonomie financière et surtout pour sa soif de découvrir le monde. Elle a toujours en tête de recomposer son histoire personnelle et, comme vous pourrez le lire, retrouver sa mère. L'histoire de sa mère, plus exactement. Vous avez présenté un peu Fleur et on peut constater dans le premier roman que j'ai cité, Dato Paduka, titre princier, que Fleur a une curieuse passion pour les dômes. Et cela fait justement écho à ce roman que je cite. Et l'image du dôme est constamment présente dans la narration, donc dans ce roman-là. Je pourrais même citer un passage à la page 12 qui dit « Désormais, partout à travers le monde, elle c'est bien les fleurs, elle suivrait les dômes de l'extérieur comme l'étoile du berger et de l'intérieur comme un refuge. » Pourquoi cette passion pour les dômes? C'est une passion curieuse qui est née déjà tout d'abord de son enfance. Elle a vécu en Italie, Rome, c'est les dômes de la basilique Saint-Pierre. Paris, c'est le Panthéon, avec le dôme du Panthéon et la proximité de son lieu d'étude. Et elle s'est prise de cette passion pour les dômes qui lui permet de voyager. Il y a des collectionneurs de timbres, eh bien elle est passionnée par les dômes. Voilà. Très bien. Dans les défis de l'improbable, tout est parti de la disparition du Kandia, parure emblématique du sultanat d'Oman, ce qui a suscité une enquête que vont conduire ensemble Fleur et Jamal. Jamal, un autre personnage dans ce roman. Mais à la fin, on assiste plutôt à une histoire d'amour, en tout cas, selon moi, ma lecture. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, plutôt que de parler d'histoire d'amour, je parlerai d'une complicité naissante. Pour l'instant, on reste sur cette complicité et complicité basée sur une admiration réciproque au fur et à mesure où Jamal va être confronté aux défis. Et justement,
Yamal, tout au long du récit, n'a eu de cesse de décrypter des énigmes. Et la dernière à laquelle il était confronté est le secret de la porte entrouverte sur un tableau. Quelle est la philosophie cachée derrière cette allégorie de l'Ubinadamu, si j'ai bien prononcé? Tout à fait. Alors, l'Ubinadamu, c'est en effet une allégorie vers un nouveau monde, celui de l'humanité et de la générosité. C'est une voie qui repose sur la bienveillance envers autrui, selon les traditions omanaises. Et la couverture du livre, qui représente une porte entrouverte, illustre ces valeurs. Et le personnage, le docteur B, est un sage qui incarne ce principe. C'est ça. Le roman développe une fiction d'aventure, de passion et de mystère qui fait le lien entre le conte oriental et le conte africain. Pourquoi ce rapprochement entre Oman et Zanzibar? Alors, le sultanat d'Oman et Zanzibar sont liés par l'histoire. Pour avoir échangé avec des lecteurs, avec le public, je me suis aperçue que je dis bien peu, de lecteurs faisaient le lien entre Zanzibar et le sultanat d'Oman par rapport à l'histoire, ce qui n'est pas le cas pour les Omanais. Donc j'ai voulu, je ne suis pas une historienne, mais j'ai voulu faire une référence à ce génocide qui a eu lieu en 64, qui a exterminé 20 000 Arabes. Et pour pour expliquer aux lecteurs et leur apprendre également que en 1840, que le sultan Saïd régnait à Staunton, qui est la capitale de Zanzibar, et que les deux pays étaient liés par l'histoire jusqu'au génocide. Et c'est une période historique extrêmement forte dans tout le cœur des Omanais qui ont vécu, dont les anciens, parce que maintenant ce sont les anciens, qui racontent des anecdotes et qui ont vécu des jours très heureux à Zanzibar. Voilà. Donc forcément, au vu de l'histoire, il y a un lien fort entre les deux pays. Tout à fait. Donc maintenant, Zanzibar appartient à la Tanzanie. Donc les tensions se sont dissipées. Néanmoins, Zanzibar est un pays qui est très cher dans le cœur des Omanais. C'est ça, voilà. Les entretiens littéraires francophones de cette année portent sur la littérature féminine francophone. Et donc, nous n'allons pas faire cet entretien sans au moins dire un mot sur cette littérature féminine. Et je vais vous demander quel regard vous portez de votre position sur l'écriture féminine francophone. Alors, ce que je vais vous dire n'engage que moi, bien entendu, et c'est très sincère. Je suis un peu, c'est une impression pathétique qui me conduit à regretter que la littérature féminine soit de plus en plus engagée sur des thèmes à la mode ou d'actualité et qu'elle joue sur un terrain de défi comme si toutes les femmes étaient des guerrières. Ce n'est pas un point de vue que je partage entièrement. Parfois, les femmes brandissent le militantisme pour s'exprimer en termes de libération, et je me demande s'il n'y a pas d'autres moyens, comme une littérature pacifique, qui n'empêche pas de faire passer des idées fortes. Et alors, quels peuvent être aujourd'hui les défis de cette littérature féminine, selon vous? Les défis, je ne sais pas s'il faut parler de défis. On parlerait plutôt des femmes que j'admire davantage, moins le militantisme, mais plutôt les femmes activistes qui agissent en termes de prévention. Ça, c'est quelque chose de très important à mes yeux.
les femmes qui mènent des actions de prévention, le changement climatique, les détresses écologiques, l'accroissement de la pauvreté dans des pays déshérités, l'accès aux soins. Ces soucis majeurs, je pense qu'il faut se soucier de la forme pour les traiter, pour que le public soit directement touché. Oui. Moi, je vis en France, dans un pays privilégié. Je pense que c'est le moment d'arrêter de se plaindre. Il faut regarder ailleurs, informer la jeunesse en suscitant des vocations utiles et mettre en avant des femmes qui mettent leur énergie, et il y en a, qui mettent leur énergie et innovent pour agir contre les injustices de lieu de naissance. Et là, je me mobilise. Oui, et donc, à vous entendre, on peut dire que ces femmes écrivaines se font suffisamment entendre hein, sur les questions actuelles et les préoccupations de notre époque. Voilà, exactement. Mais les femmes qui agissent plus en termes de prévention, Oui. et j'aime le terme activiste, plutôt que militante. Alors, bon, on discutera peut-être sur le terme disant que les activistes sont militantes et vice-versa. Non, je retiens ce terme-là. Il y a des femmes activistes qui sont tout à fait dévouées à ces causes. Et ce que j'admire le plus, ce sont les grandes donatrices anonymes. Utiliser son image pour sauver le monde, ça me dérange un peu. J'ai toujours un doute sur cette action narcissique. Je préfère l'anonymat. C'est comme les dons. On vous comprend. On vous comprend. Revenons à votre roman, Les défis de l'improbable. Cet ouvrage s'intègre dans une trilogie dont il est le deuxième, après Dato Paduka, un titre princier. Pourriez-vous lever un coin de voile sur la suite? Alors, la suite, on a quelques pistes quand même dans le roman. Alors, je vais lever un demi-voile, c'est-à-dire que le dernier tome se déroulera au Yémen, mais dans une partie tout à fait protégée du Yémen. C'est comme si vous êtes toujours dans la région, vous ne quittez pas Oui, tout à fait. Oui, je suis dans la région parce que quand on regarde au niveau géographie, vous m'aviez posé la question justement sur la situation géographique du sultanat d'Oman. Quand on descend au sud du sultanat d'Oman, au niveau de Salalah, on est à 300 km du Yémen. Le Yémen est proche d'Oman, une relation Un lien serré. Voilà, qui existe vraiment entre ces pays. Donc, Privilégié. outre l'intérêt également des personnages, mais ça, on le découvrira. Donc, en effet, le troisième tome aura lieu pour une majeure partie au Yémen. Au Yémen. Le dénouement, va-t-on dire. Oui, le dénouement, voilà, le dénouement. Je vais déjà inviter donc ceux qui nous suivent à lire les deux premiers livres pour découvrir l'histoire qui va suivre dans le troisième roman. Voilà. Mais avant de vous poser la question qui suit, je mentionne d'abord que vous avez fait une présentation de votre livre, Lady Sharjah, à la journée de la francophonie au pavillon France de l'Expo 2020 de Dubaï, dans le cadre de la table ronde sur la francophonie créative animée par Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Bien, c'était un honneur pour moi déjà d'être à Dubaï, à l'exposition, au pavillon France de cette exposition, et de présenter mon livre Lady Sharjah, qui se passe dans un des 7 Émirats arabes unis, qui est l'Émirat de Sharjah, on va dire l'Émirat des arts et de la culture, c'est ainsi que je peux le définir. Et ce livre a été traduit en arabe, ce qui était une reconnaissance de l'Émirat de Sharjah. Et la traduction est importante pour moi dans mes ouvrages. Oui, parce que vous êtes en France, vous écrivez en français, et vos ouvrages touchent une région où l'arabe domine, donc forcément, ce serait donc une reconnaissance vraiment si ces livres étaient traduits en arabe.
exactement. Voilà. Et puis c'est aussi un cadeau que je fais aux habitants des pays concernés. Vous savez, euh, Beaucoup me connaissent, bien entendu, et comme j'écris en français, oui, la, la littérature dans leur langue va les toucher davantage. forcément, forcément. Alors, parlez-nous maintenant de vos projets littéraires et le cas échéant des événements auxquels vous pourriez participer très prochainement. Nous savons déjà que vous avez un livre en projet, donc le troisième roman pour fermer la trilogie. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez donc des projets littéraires? Oui, absolument. Alors, je vous confie la trilogie, bon, le lieu, c'est bien entendu le Yémen. J'ai déjà l'histoire dans la tête. Je dois y voyager au mois d'octobre j'ai besoin d'être sur place pour m'inspirer, pour affiner euh, le livre, pour donner un beau décor. J'adore les décors et c'est sur place que je puise ces décors. Mais parallèlement, je suis en train d'écrire un autre livre qui est un livre sur un sujet de société. En fait, je n'ai pas le syndrome du tout de la page blanche. C'est à Oui, la fois un bien et pas un bien. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de projets littéraires. Alors, j'ouvre des chemises et puis quand j'ai des idées, je les classe. Mais là, j'ai décidé de me consacrer pour ne pas me disperser à un livre que je suis en train d'écrire. Voilà. vous dites que vous n'avez pas Syndrome de la page blanche. le syndrome de la page blanche, justement, mais alors, où puisez-vous ou comment trouvez-vous l'inspiration pour écrire? Alors d'abord, j'ai beaucoup d'imagination. Mhm. Ça, je dois le reconnaître. C'est pas. J'ai beaucoup de sujets. Je suis assez observatrice. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, quand on observe, les idées, elles viennent. Elles viennent. Il suffit d'une idée. Et ensuite, il y a une expression qui n'est peut-être pas. Se faire un film, c'est très juste finalement. Se faire un film, c'est déjà dans sa tête. Puis ensuite, on écrit un scénario. Oui. Et alors, après, on écrit une histoire. Voilà. Donc, À la fin, on pourrait, l'imagination part de tout. Sans imagination, pour moi, c'est triste. oui, et je disais qu'à la fin, on pourrait vous comparer à Fleur, qui est toujours en mouvement dans sa tête aussi. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de. Je pense qu'un auteur, il est toujours inspiré, soit il se projette, il est inspiré par des gens de son entourage, ou une Oui. personne qu'on a simplement croisée. Et puis, bon, l'auteur va peut-être euh, refléter dans son livre des traits de Mhm. personnalité d'une personne qu'il a aimée ou qu'il n'a pas aimée. C'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de finir, auriez-vous un coup de cœur à partager avec nous? Alors, bah écoutez, oui, j'ai un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé certains proverbes de Zanzibar. Mhm. Quand j'ai écrit le livre sur Zanzibar, j'ai lu les contes. J'adore les contes parce que les contes font appel à l'imagination. Oui. Alors, j'ai deux proverbes de Zanzibar que je vais vous citer et Mhm. puis euh, deux magnifiques déclarations du président de FSF sur la Oui. langue française. Alors, Voilà. oui. Alors, je vais commencer par Zanzibar. Donc, je ne vais pas les traduire en swahili parce que c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, la première, alors, c'est très simple. Un des proverbes clés de Zanzibar, c'est la locution pole pole, qui signifie en fait lentement. Et qu'on pourrait traduire par lentement est en réalité le juste chemin. C'est-à-dire qu'il faut peut-être réfléchir avant d'agir. Ça, c'est la première. Et Donc, la si deuxième, je dis polé, ça signifie aller doucement. voilà, aller doucement. Et c'est une philosophie de la vie aussi pour eux, hein. Oui, oui, Voilà. oui, Et ce qui veut dire que quand on arrive à Zanzibar, c'est polé, c'est en effet on va doucement, on oui, prend le temps. Et oui. finalement, pour bien réfléchir et agir, il faut prendre Réfléchir. le temps. Voilà. Voilà, voilà. La deuxième, c'est Shauku Nyongi Wundo Marifa, ce qui veut dire un désir intense fait perdre la tête.
C'est peut-être la méfiance vis-à-vis d'une passion. Bon, on retrouvera peut-être quelques références dans le livre. Oui, Voilà, et pour finir également, vous m'avez demandé un coup de cœur. Eh oui. bien, le coup de cœur, c'est deux formules magistrales de Benjamin Boutin. Mhm. Boutin, pardon, Oui, euh, Benjamin Boutin, qui est le président qui est le actuel président donc, de, de Francophonie sans voilà, frontières. Oui. le président de Francophonie sans frontières. Et il a défini la langue française, la première. C'est une langue de l'esprit forgée par 12 siècles de création collective, ce qui donne une dimension à la langue française. Et la deuxième, c'est une langue polyphonique, c'est en cela qu'elle est belle et qu'elle rayonne. Voilà, j'ai beaucoup aimé les formules de Benjamin, Mhm. qui d'abord sont belles au niveau littéraire et qui donnent une grande dimension à la langue française, à la francophonie, La qui francophonie. font réfléchir. Voilà. Merci, merci pour ce partage. Voilà. Merci à vous, Fabienne Erban. J'espère vous revoir bientôt pour parler de votre prochain livre. Merci à vous, merci de m'avoir reçu et j'espère en effet à bientôt. Merci, à très bientôt.